Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Ce podcast est le premier d'une nouvelle série consacrée à la pharmacopée. C'est un cours d'introduction à la pharmacopée de première année. La première chose par laquelle il faut commencer, c'est le préalable concernant les règles de dénomination et de classification des plantes, des produits animaux, des produits végétaux qui composent l'arsenal thérapeutique de la pharmacopée chinoise. Il s'enrichira, vous le verrez, d'un certain nombre de produits venus de l'Inde, de l'Afrique, des Amériques et de la tradition homéopathique occidentale. Mais la particularité de la présentation que je vous en propose, c'est qu'elle se référera toujours aux principes de dénomination et de classification de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, quelles sont les règles de classement, de dénomination des produits dans la matière médicale chinoise? Eh bien d'abord, évidemment, chaque produit a un nom précis. Il a un nom botanique si c'est une plante, il a un nom minéral, il a un nom animal, il a un nom précis. Il a un nom en chinois et en général, il a aussi un nom en latin qui reste une langue scientifique internationale. Par exemple, l'attractyle, c'est Rhizoma Atractylodis macrocéphalée. En chinois, Baizhu. La menthe, c'est Mentha piperita X. Et vous voyez que le nom latin est important. Pour l'attractyle, on avait précisé rhizoma. Il ne s'agit pas des pétales, il ne s'agit pas d'une écorce, il ne s'agit pas de n'importe quelle partie de la plante ou de la plante entière. Et pour la menthe, il ne s'agit pas de n'importe quelle menthe. Il y a des menthes des champs, il y a une menthe poivrée. Mentha piperita, c'est la menthe poivrée. Vous voyez que la dénomination latine nous oblige à être beaucoup plus précis. Et ceci est important parce que des plantes qui portent le même nom mais qui ne sont pas rigoureusement identiques ne produiront évidemment pas les mêmes effets. Bien, le deuxième élément de caractérisation, c'est la nature. La nature, c'est l'effet thermique produit après ingestion. Et on distingue 5 natures: chaud, tiède, neutre, frais et froid. L'expérience multimillénaire des médecins chinois nous a permis de disposer aujourd'hui d'une classification de tous les produits de la matière médicale selon leur nature. Nous savons quel effet thermique ils produisent quand ils sont ingérés dans le corps. C'est absolument fondamental. Par exemple, la cannelle réchauffe, de même que le gingembre. Le gingembre frais est tiède, le gingembre cuit, chauffé, grillé sera évidemment plus chaud. L'immense majorité des fruits et des légumes, par exemple, a une action rafraîchissante quand ils sont crus, n'est-ce pas, en salade. Ils sont frais. La menthe poivrée, par contre, est très froide. D'ailleurs, vous avez pu observer l'effet glacé ou glaçant qu'elle produit quand vous en posez une goutte sur la peau, sous forme d'huile essentielle. Et cette considération de la nature des produits est évidemment importante en référence au syndrome, puisque vous savez que le syndrome contient aussi un élément essentiel concernant la nature du pervers responsable de la pathologie. Et le principe est le suivant: à dose pondérale, on choisit en pharmacopée des produits dont la nature est contraire à celle du pervers. Tandis qu'à dose infinitésimale, on choisit des produits qui ont une nature similaire à celle du pervers. C'est le principe de l'homéopathie et on en reparlera plus précisément dans des capsules qui lui seront consacrées. Bien, le troisième principe de classement, c'est la saveur de tous ces produits.
Ils sont acides, doux, salés, etc. Et il nous faudra évidemment, pour y voir plus clair, avoir une parfaite connaissance des effets thérapeutiques précis de chacune des 5 saveurs. 5 ou 7. Nous y reviendrons. Mais nous avons déjà dit un certain nombre de choses dans les cours de première année consacrés aux 5 éléments dans la première série de capsules de cette série de cours. Je vous y renvoie. Cours d'introduction, dictionnaire numérologique sur le chiffre 5 et les 5 éléments. Bien, le principe de classification suivant, c'est le tropisme. Qu'est-ce que c'est que le tropisme? C'est la propension pour un produit à se diriger spontanément, naturellement, de lui-même, vers un méridien destinataire. Un ou plusieurs méridiens destinataires. Ou vers une couche énergétique. Par exemple, Mahuang sera utilisé en pharmacologie dans les pathologies infectieuses pour son tropisme poumon avec cette action spéciale qui va nous intéresser au niveau de la peau. Elle va ouvrir les pores de la peau pour permettre la sudorification. Dahuang, la rhubarbe, ne confondez pas Mahuang et Dahuang. Dahuang, la rhubarbe, a un tropisme gros intestin. Très intéressant pour la constipation. C'est un laxatif. Le principe suivant qui permet de classer tous ces produits, les définir, c'est leur action. On définit leur action. Un produit fait-il monter le qi, tonifie-t-il le sang, clarifie-t-il la chaleur interne, fait-il cesser les vomissements, etc. On définit donc ces produits par leur action thérapeutique. Ces actions sont tout de suite complétées par la précision de leurs indications thérapeutiques. Par exemple, lorsque nous disons qu'un produit réchauffe le yang, nous n'en disons pas assez. La cannelle réchauffe le yang, mais l'aconite aussi. Pourquoi choisirait-on l'une plutôt que l'autre? Eh bien, on choisira plutôt la cannelle, guizhi, pour les pathologies infectieuses, parce qu'elle est plus indiquée pour les grippes, tandis que fuzi sera plus indiquée pour les douleurs articulaires provoquées par le froid. Donc, vous voyez, la connaissance des indications vient compléter et préciser la nature précise des actions thérapeutiques. Et la connaissance de ces actions, de ces indications, doit évidemment être absolument complétée par la connaissance des contre-indications. Nous y reviendrons, c'est absolument fondamental, évidemment pour ne pas nuire à notre patient. Le principe suivant, c'est la fourchette de dosage. La question de la posologie, car tout produit peut devenir toxique lorsqu'il est consommé en excès. Même la meilleure eau de source. On mettait quelquefois au Moyen-Âge à la question des accusés pour les faire avouer en leur faisant boire des litres d'eau, en les gavant d'eau. Et c'est mortel en quelques jours. Donc même les meilleurs produits sont toxiques lorsqu'ils sont consommés en excès. Ils deviennent toxiques et il faut donc respecter les fenêtres de dosage. La posologie doit être suffisante parce qu'en deçà, on n'a évidemment pas d'effet thérapeutique, mais si on en prend trop, ce n'est pas bon non plus. Donc l'expérience a permis de déterminer quelles sont les fenêtres optimales, c'est-à-dire les dosages moyens auxquels il faut consommer les produits de la matière médicale. On pourrait compléter cette liste de principes de dénomination et de classification d'une liste de combinaisons possibles qui vont optimiser l'efficacité de tous les produits de cette matière médicale. De même qu'on doit la compléter par la connaissance de toutes les combinaisons interdites qui vont soit rendre ces produits toxiques, soit en neutraliser l'effet, ce qui serait dommage.
Alors, un très grand nombre des produits de la matière médicale se prennent seuls, peuvent se prendre seuls pour éviter justement les mauvaises combinaisons, mais évidemment, il est judicieux de les combiner de manière à optimiser leurs effets. C'est pourquoi il va falloir monter en compétence et développer votre mémoire parce que, évidemment, il y a beaucoup de produits. Mais mon objectif est de vous aider pour vous permettre de mieux retenir tout cela en allant des principes généraux aux principes particuliers sans vous encombrer de connaissances inutiles. Voilà, donc je résume. Les produits végétaux, animaux ou minéraux de la matière médicale chinoise se nomment et se classent en fonction d'un nom chinois qu'on peut traduire en français, mais qui devra se doubler d'une dénomination latine en règle générale pour avoir un nom botanique précis, avec une espèce et éventuellement une sous-espèce. On va devoir y ajouter la nature, la saveur, le tropisme, la connaissance des actions, des indications, des contre-indications, des fourchettes de dosage, des posologies moyennes, et enfin la connaissance des combinaisons possibles et des combinaisons interdites. J'espère que cette capsule vous aura été utile et je vous donne rendez-vous très vite pour l'approfondissement des questions de pharmacopée. Belle journée à tous!